Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce nouveau webinaire Solam qui s'intitule aujourd'hui Le deuil animalier comprendre et accompagner. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes présentes, hein. Vous êtes plus de 20. Avant de commencer, si vous êtes jamais venu sur cette plateforme live webinaire, est-ce que vous voyez la petite encart en bas à droite qui est le petit outil pour qui s'appelle conversation, qui est le chat. Et si vous entendez bien, que vous me voyez bien, que vous voyez bien la présentation, est-ce que vous pouvez me le confirmer en m'envoyant un petit message dans cette boîte à discussion? Ça serait parfait pour moi. Ouais, ok. Donc Françoise, bonjour. Daniel, bonjour. Ça a l'air d'être bon. Donc tant mieux. D'autres vont probablement nous rejoindre. Oui, je vois que ça monte à nouveau le nombre de personnes qui s'installent. De toute façon, j'ai une petite présentation sur Solam pour démarrer avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet pendant 5 minutes. Donc je vais commencer direct, comme ça on ne perd pas de temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Cibot, je suis vétérinaire de formation. Je suis aussi docteur en écoéthologie parce que je travaille aussi sur les primates sur mon temps libre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'ai 3 activités avec Solam, qui est mon activité principale néanmoins. Je travaille aussi pour le Point vétérinaire en tant que rédactrice spécialisée et je fais aussi partie de Société Savante en primatologie. Je travaille sur des chimpanzés et sur la relation homme-primate. Donc vous voyez, c'est vraiment cette thématique qui m'intéresse, vraiment la relation entre les humains et les animaux, qu'ils soient sauvages ou domestiques. Oups, je vais trop vite parce que j'appuie sur 2 boutons en même temps. Alors, donc on est au 3e webinaire que je donne là en ligne le jeudi midi, principalement à destination des équipes vétérinaires, hein, vétérinaires et ASV, mais en fait ouvert à tous. Donc, je pense que le discours, vous arriverez, enfin, il est accessible à tout le monde. Il y aura peut-être des webinaires un peu plus spécifiques sur des techniques médicales, etc. Mais là, ce n'est pas le cas. Si vous voulez retrouver les derniers webinaires en replay, ils sont sur ma chaîne YouTube. Mais le plus simple encore, c'est de s'inscrire à la newsletter en scannant le QR code, ou alors moi, je vais vous mettre dans le chat le lien pour s'inscrire directement à la newsletter. Et en fait, je vous envoie les replays 4 jours après le live, donc vous pourrez les revoir. Le dernier, c'était sur les enfants et il avait pas mal plu. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter rapidement Solam, qu'est-ce que je fais exactement chez Solam et qu'est-ce qu'on propose. Et ensuite, on va parler vraiment du processus du deuil animalier, ses conséquences. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place en fait pour des petits outils pour réaliser du soutien au deuil animalier. Sachant que le peu de temps de ce webinaire, on ne va pas tout voir tout en détail, mais ça vous donnera déjà pas mal d'idées. Et puis surtout, on se réservera un temps de questions-réponses à la fin pour aller plus loin si vous le souhaitez ensemble. Donc n'hésitez pas pendant le chat, justement, de noter toutes vos questions qui vous viennent. Et moi, je reviendrai sur ces questions-là à la fin du discours. Je les reprendrai les unes après les autres. Donc, vous pouvez vous lâcher. Alors, Solam, en fait, je suis partie d'un constat quand je travaillais en clientèle en cabinet. Hein, je travaillais vraiment principalement animaux de compagnie chez un chat NAC. Et le constat que j'ai fait et que beaucoup de vétérinaires et d'assistantes vétérinaires font, c'est que le lien entre les humains et les propriétaires d'animaux et leurs animaux sont très forts aujourd'hui. Et puis, il y a vraiment une évolution de ce lien-là qui devient de plus en plus important. Hein. Ce sont vraiment des animaux, ce sont des membres à part entière de la famille. Et d'ailleurs, pour 89% des gens, la mort d'un animal a été aussi difficile que de perdre un proche humain. Et en fait, quand on s'intéresse de façon un peu plus précise sur la consultation d'euthanasie, l'acte d'euthanasie à la fin de vie, plus de 50% des propriétaires trouvaient des points améliorés à cette consultation de fin de vie. Et seulement 4% se sont sentis accompagnés dans leur deuil par l'équipe vétérinaire soignante. Donc ça, c'est des chiffres quand même qui sont assez alarmants. Alors sur une étude qui est avec un échantillon qui n'est pas énorme, mais quand même, on voit qu'on a des choses qu'on peut améliorer, des pistes à apporter.
À l'inverse, ou à l'inverse, ou en tout cas en parallèle, il faut savoir qu'un vétérinaire à temps complet gère à peu près 60 d'un et donc vous imaginez les assistantes vétérinaires, ou assistants qui gèrent en fait, à l'accueil, parfois plusieurs vétérinaires, c'est d'autant, plus de familles, qu'elles qu'ils ou elles ont à accompagner, à accueillir, à savoir se positionner et cetera. Et en fait, les études montrent aussi qu'être confronté à la mort, au décès, au deuil, à la tristesse, au bouleversement que peuvent vivre les propriétaires, c'est considéré comme un facteur de burn-out dans la profession. Donc ce constat m'a conduit à créer vraiment Solam pour qu'on soit à l'interface entre ces 3 entités que sont les animaux, leurs familles et les équipes vétérinaires. Et vraiment, c'est d'apporter un accompagnement ou des accompagnements, parce qu'on a plein de types d'accompagnements, dignes et respectueux, qui honorent en fait la vie et la mort. J'irai même plus loin, en fait, la mort fait partie de la vie. La mort, c'est le contraire de la naissance, c'est pas le contraire de la vie. Et donc que ça honore ce moment-là de fin de vie pour le bien-être des animaux, des familles et aussi des équipes vétérinaires. On n'en parlera pas là, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter ou à aller voir le site internet de Solam. Je propose aussi de la formation pour les vétérinaires et les assistantes vétérinaires. La démarche pour les familles, elle se déploie vraiment de l'avant au pendant à après le décès. Vraiment, avant, ça va être des soins de l'animal âgé avec des soins à domicile de l'animal qui vieillit ou de l'animal en fin de vie, parce que je peux aussi évidemment accompagner des animaux qui sont malades et en fin de vie alors qu'ils sont jeunes. Et aussi, je propose des entretiens d'aide à la prise de décision et d'écoute et de conseil. Donc, c'est vraiment là, par contre, ça peut être. Donc, c'est que par visio et je peux évidemment accueillir des familles de la France entière. Pour vraiment, c'est des entretiens qui sont vraiment liés au soutien émotionnel des familles. Le but, c'est de discuter de la qualité de vie, de comment se comporte l'animal, de où on en est dans la prise de décision, qui sont des décisions qui sont douloureuses, qui sont difficiles à prendre, où il y a des considérations éthiques qui doivent être prises, mais aussi intimes. Voilà. Et ces entretiens permettent vraiment d'avancer. Et finalement, j'ai des retours de vétérinaires qui m'envoient des personnes pour des entretiens et qui sont très contents de ça parce que derrière, c'est plus facile aussi, eux, de gérer les fins de vie, les euthanasies sur des personnes en fait, qui ont réfléchi en amont à la fin de vie de leur animal, qui se sont dit comment je voudrais que ça se passe, pourquoi je prends cette décision, être plus serein avec celle-ci, parce que vous verrez, on va le voir dans le discours juste après, la culpabilité dans le deuil animalier, elle est énorme, liée aussi à la prise de décision d'euthanasie. Ensuite, pendant, c'est vraiment que des soins à domicile et des réalisations d'euthanasie à domicile avec des soins au corps, des temps de recueillement, des hommages. Et je suis formée avec des organismes étrangers parce que les pays anglo-saxons sont quand même en avance sur la prise en charge des fins de vie et notamment à domicile pour les animaux. Et pour l'après, je propose aussi de l'aide au deuil animalier sous forme d'organisation d'hommages, de cérémonies et aussi d'entretien au deuil animalier. Et tout bientôt, le mois prochain, il y aura le premier café Solam virtuel où je vais faire se rencontrer des familles qui ont perdu récemment leurs animaux. Ou moins récemment d'ailleurs, mais en tout cas qui ont besoin de se retrouver pour parler du décès de leur animal. Au niveau de la zone géographique, donc je travaille à domicile en Bretagne Sud. Après, je suis amenée des fois à aller plus loin, sur Nantes, sur Rennes, ça m'est déjà arrivé, mais principalement autour de la région de Lorient, Quimper, Pontivy, Vannes, vous voyez, c'est à peu près là. Et pour les entretiens d'aide à la prise de décision et au deuil animalier, je peux le faire évidemment sur la France entière. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant avec le processus de deuil et ses conséquences. Alors, qu'est-ce que c'est le deuil? La définition d'un deuil, c'est un état affectif douloureux qui est provoqué par la mort d'un être aimé, d'un être cher, et ce, peu importe l'espèce de cet être cher. Donc, c'est une période de douleur et de chagrin qui suit cette disparition, cette séparation physique. Il existe de grosses similarités entre le deuil animalier et le deuil humain.
Et plus on aura une bonne compréhension du processus de deuil, de qu'est-ce qu'un deuil concrètement, meilleur sera notre accompagnement et mieux la personne qui vit ce deuil le vivra. Les étapes du deuil, alors c'est souvent difficile de parler d'étapes, hein. Il faut vraiment bien comprendre que c'est un processus, le deuil, qui n'est pas linéaire comme ce que je suis en train de vous montrer finalement, hein. C'est un peu où il y a une flèche qui va du 1 au 4. Le deuil, il y a ces étapes-là ou ces moments-là, mais en fait, il faut vraiment se souvenir qu'ils peuvent se chevaucher. Ils ont des temps. On peut être dans l'étape 2 pendant un très longtemps et en fait, l'étape 1 a été très rapide. Enfin voilà, il y a vraiment une temporalité qui est différente lors de ce processus et surtout, il peut y avoir aussi des allers-retours. Donc, c'est vraiment un processus qui est très labile dans son vécu et donc, il faut pas rester sur cette linéarité qui n'existe pas vraiment, que ce soit pour un deuil pour un humain ou un deuil pour un animal. Les psychiatres qui ont vraiment décrit ces étapes du deuil et celles que je vais vous présenter maintenant sont Christophe Fauré et Michel Annus et qui ont travaillé sur des personnes endeuillées. Vous verrez d'autres étapes de deuil décrites, notamment si vous cherchez un peu sur Internet, mais c'est des étapes de deuil qui sont un petit peu différentes et qui ont été travaillées en fait sur des personnes qui, avant le décès, donc des personnes qui font le deuil de leur propre vie, et ce qui est un petit peu différent. On pourrait en reparler dans les discussions, on verra revenir là-dessus, c'est plus le deuil anticipé, ça. Donc les étapes de deuil, il y a d'abord le choc. C'est vraiment l'annonce du décès. C'est une étape de sidération. C'est à ces moments-là, on fonctionne vraiment comme un robot. Et donc, c'est vraiment quand le vétérinaire pose le stéthoscope à l'issue de l'euthanasie pour dire, voilà, votre animal est décédé, Simba est mort. Ou alors à la maison, ou si le décès se fait à la maison ou se fait ailleurs, que vous vous rendez compte qu'en fait, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de cœur qui bat, voilà, il y a le décès. Ensuite, on rentre dans cette deuxième phase ces chercheurs parlent de fuite et de recherche. C'est vraiment une étape où on ne veut pas y croire, ou alors plutôt on ne veut pas y penser. Et des fois, on se surprend même à trouver que cela va bien. C'est vraiment une étape de double mouvement avec la recherche. Donc parfois on se dit on n'y pense pas du tout, et d'autres fois en fait on va aller vraiment partir à la recherche. Donc on cherche des traces, on retrouve des poils, du coup on les récupère, on les met dans un coin, on retourne sentir l'odeur d'un panier, sentir l'odeur d'un collier, ou alors on retourne sur des lieux de balade, la dernière balade qu'on a faite, etc. Donc c'est vraiment une étape qui est très ambivalente. C'est aussi l'étape où moi, je trouve en tout cas qu'en cabinet vétérinaire, vous me direz ce que vous en pensez pour les vétérinaires et les assistantes qui sont présentes aujourd'hui, c'est un, un moment où, notamment quand les personnes reviennent chercher les cendres de leur animal au cabinet, où elles vont nous dire, mais qu'est-ce que je fais des affaires de mon animal? Est-ce que je les garde? Est-ce que je les donne à une association? Est-ce que vous en voulez? En fait, je ne sais pas trop. Et souvent, moi, ce que je dis, c'est que peut-être quand ces personnes-là sont dans cette étape-là, prendre juste un petit peu de recul et se dire, pour l'instant, vous hésitez encore, attendez un petit peu. Parce que peut-être que dans quelques jours, finalement, vous en voudrez d'avoir donné ces affaires. Il sera toujours temps de les donner dans quelques jours, et laissez-vous le temps. Et c'est un peu ça, hein, le processus de deuil, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va se terminer, et il faut être bienveillant avec soi-même et le rappeler ça aux gens. Soyez bienveillant avec vous-même, prenez le temps et ne pas s'inquiéter. L'étape suivante, c'est l'étape de désorganisation, de déstructuration. C'est l'étape probablement la plus difficile, hein. C'est une étape vraiment de perte de repères. C'est une phase où on peut avoir des états dépressifs. Alors, je ne parle pas de dépression, hein, je parle d'état de dépressif, où on peut avoir une grande tristesse, un abattement, moins d'appétit. Enfin, il y a plein de signes cliniques liés à cette phase-là qui peuvent apparaître, des troubles du sommeil, on dort moins bien, voilà. Ça peut être intense, et c'est vraiment une étape de grande vulnérabilité. Ça veut dire, là, je vous ai mis une photo d'une personne
âgées, isolées, ces personnes qui vivaient avec une relation ultra fusionnelle avec leur animal et qui n'ont pas obligatoirement beaucoup de contact avec d'autres personnes à ce moment-là, peuvent rentrer vraiment dans un moment très difficile, et il faut pouvoir aussi s'en rendre compte ou proposer de l'aide à ce moment-là, ou en tout cas, plutôt que de l'aide, de l'écoute, hein, vraiment, c'est ce qu'il faut, enfin, le mieux, quand on est en face d'une personne en deuil, c'est juste écouter, et pas obligatoirement donner de conseils. Elles attendent pas de conseils parce que de toute façon, il faut le vivre, son deuil. C'est ce que je vous ai marqué là dans la diapo. C'est que finalement, cette étape qui est difficile à vivre à ce moment-là, c'est une phase qui est aussi nécessaire et salutaire pour ensuite continuer sa vie et arriver sur l'étape suivante que je vais vous présenter. Donc en fait, vraiment, si vous avez des personnes qui arrivent comme ça en cabinet, ou les autres professionnels du monde animalier qui sont présents là sur ces webinaires, c'est vraiment d'être à l'écoute en fait, et d'écouter, et peut-être de refaire vivre, d'essayer de refaire vivre certains souvenirs, ou en tout cas de lancer des conversations comme ça pour que les personnes disent où elles en sont, et rien que d'en parler en fait, ça démultiplie les émotions qu'on peut avoir à ce moment-là. Aussi parce que cette phase-là, c'est des moments où on peut se questionner sur le sens de sa propre vie. Il y a des personnes qui vont dire: «Mais à quoi ça sert de vivre en fait? Pourquoi une telle injustice? Pourquoi mon animal? Pourquoi moi? Pourquoi alors que j'ai perdu mon conjoint il y a 1 an, et que c'était déjà extrêmement dur?» Enfin voilà. Et quand je vous mets incompris, on va en reparler après, ceci dit, de l'incompréhension, parce que le deuil animalier est un deuil qui reste incompris. Alors, la phase suivante, si ça veut bien passer, c'est la phase qui est plus agréable à vivre, hein. C'est la phase où on commence à oser une sortie. C'est ce qu'on appelle la réorganisation. C'est une phase d'apaisement. C'est là où, en fait, on va commencer à revisiter les souvenirs, mais de façon apaisée. Ça veut dire qu'on peut même commencer à se souvenir des défauts de son animal, et on commence à en rire. Alors qu'il y a encore quelques semaines ou quelques jours ou quelques mois, on y était incapable. Et c'est une phase que certaines personnes redoutent aussi en même temps, hein, parce que c'est une phase où il va y avoir un détachement progressif. Et donc il y a des personnes qui préfèrent rester dans la douleur de la phase précédente parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont oublier. Et vraiment, il faut rassurer ces personnes-là en disant que oui, il va y avoir un détachement, et oui, il y a moins de douleur quand on passe à son animal, il y a moins de douleur quand on rentre à la maison alors qu'il n'est plus là pour nous attendre. Et ça veut dire qu'on accepte la séparation physique, mais par contre, il faut vraiment rassurer dans le fait que le lien d'amour, lui, il persistera quoi qu'il arrive, et que on peut en discuter. Je pourrais vous demander des personnes qui ont des animaux. Il y a eu, je sais pas quel âge vous avez là, des personnes qui sont près de moi, mais moi par exemple, mon premier chien, où je l'ai perdu quand j'avais 10 ans, et ben en fait, je m'en souviens toujours, et je l'aime toujours, et voilà. Par contre, j'ai beaucoup moins de douleur que ce que j'avais quand j'avais 11-12 ans. J'ai retrouvé des lettres d'amour que j'écrivais à ma chienne, etc., après son décès. Donc voilà, c'est beaucoup plus posé et beaucoup plus agréable pour moi. Mais ce lien-là restera, quoi. Donc vraiment, ce qu'il faut se souvenir, c'est que la longueur d'un deuil est aléatoire et qu'il y a des allers-retours, hein. Je le répète parce que c'est vraiment important. Et l'autre chose que je voulais vous dire vraiment qui est importante, c'est qu'un processus de deuil, c'est un processus qui est universel. Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une séparation avec un être cher, à nouveau, hein, que ce soit un humain, un chien, un lapin, un cochon d'Inde, un âne, enfin voilà, et qu'il y avait un lien d'amour, un lien d'amitié qui était fort, avec un lien d'attachement fort, et ben ce processus, va se mettre en branle. Il va se mettre en route, et vous allez vivre un deuil. Mais par contre, ce deuil, il va être singulier. Ça veut dire qu'on va le vivre de façon différente, en termes, on a dit, hein, de vitesse, à la vitesse où on va vivre son deuil, en fonction des étapes qu'on va vivre plus ou moins longtemps, des ressentis qu'on va avoir, parce que chaque personne est différente, fait face à ses propres émotions, à son propre vécu. En fait, le deuil dépend de nos histoires de vie, de ce qu'on a vécu en amont, de ce que représente la mort pour nous, de comment on a déjà vécu la mort avant. Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que ça fait plusieurs fois? Est-ce qu'en fait je vis énormément de deuil dans ma vie? Est-ce que j'ai eu des deuils traumatiques? Tout ça, ça dépend aussi en fonction de notre culture, de nos valeurs,
Et donc tout ça, ça entraîne, un vécu qui est singulier, pour le deuil et c'est pour ça que quand je vous parlais de l'écoute, on peut pas, appliquer des recettes toutes faites pour le deuil ou pour ce qu'on ou des phrases toutes faites. En fait, les phrases toutes faites, même qu'on peut sortir, pendant un deuil, souvent elles sont mal interprétées, par, les endeuillés et il vaut mieux plutôt surtout être à l'écoute, en fait et dire: «Oui, je comprends» ou des fois on ne peut pas comprendre parce qu'on n'a jamais été dans cette situation, mais alors on écoute et c'est vraiment, vraiment important et ça vaudrait même le coup de faire un webinaire que sur l'écoute, d'un public, endeuillé, d'une personne endeuillée. Ce qui est important à noter pour le deuil animalier en lui-même, c'est que c'est un deuil qui est incompris aujourd'hui. Il est non reconnu par la société. Souvent, quand on va dire qu'on est triste ou que le deuil de notre chat est vraiment compliqué, alors que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors plus le temps augmente, en plus c'est incompris. On va souvent nous faire sentir qu'on est trop sensible, qu'on fait de l'anthropomorphisme, de comment on peut être aussi triste pour un chat, voilà. Et donc ce qui fait que souvent on se renferme et qu'on va pas les raconter ou qu'on le raconte difficilement. Je suis sûre, pour les personnes qui ont l'habitude d'accompagner des familles qui ont perdu leurs animaux, que vous avez déjà entendu ce type de phrase. On commence en disant: «Je sais que c'est ridicule, mais quand même, Aïda, elle me manque beaucoup, je suis triste tous les jours, j'arrive pas à passer». Mais la phrase ça a commencé par: «Je sais que c'est ridicule» ou «Je sais que ce n'est qu'un chien» et donc les personnes se justifient comme ça. Et puis évidemment, quand je vous parlais des phrases qui sont des fois mal interprétées, alors que souvent elles sont données par, au contraire, par des personnes qui veulent que vous alliez que la personne endeuillée aille mieux, que vous alliez mieux. Ces personnes, elles vont dire, bah, «Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux, je t'accompagne, on va à la SPA, on va voir, s'il y a des animaux qui pourraient te correspondre». Alors qu'en fait, on n'a pas du tout envie de remplacer, l'animal qui vient de disparaître. On ne sait même pas si on en est capable, on ne sait même pas si on voudra un autre animal. Il y a certaines personnes qui le savent tout de suite, elles en ont besoin tout de suite, elles iront et pas de problème, mais c'est pas la majorité du tout des personnes qui viennent de perdre leur animal. Donc, donc voilà. Et ce que j'avais noté aussi, oui, en effet, ce que je vous ai déjà dit, hein, c'est finalement ce qui crée la douleur lors d'un deuil, c'est le lien d'attachement qui était à l'origine du deuil, quoi. Et aussi, moi, ce que je trouve, en tout cas, vous me direz si vous, le plus gros point commun entre toutes les personnes, toutes les familles endeuillées d'un animal, mais en fait, ça retrouve, enfin, pour faire pas mal de formations autour du deuil humain, parce que les formations autour du deuil animalier, elles existent peu, elles existent, oui, très peu, voire pas. Euh, En humaine, la culpabilité est aussi très importante et c'est des sensations, des émotions qu'on vit à travers un deuil. Mais pour les animaux, elle est encore plus importante parce que finalement, il peut y avoir une mort naturelle et il y a fréquemment des morts naturelles pour les animaux, mais il y a souvent aussi besoin de prendre la décision d'une euthanasie. Et ça, prendre la décision d'euthanasie à la place d'un être vivant qui n'est pas nous-mêmes entraîne des choix en fait qui sont difficiles, qui sont compliqués à prendre et qui en plus entraînent une culpabilité parfois immense. Alors que, enfin, souvent ce que je dis aux gens, c'est que quand l'animal est vraiment au bout de course, qu'il y a une douleur, une souffrance qu'on n'arrive plus à respecter, qu'on n'arrive plus à gérer, que la qualité de vie de l'animal est extrêmement impactée, la décision d'euthanasie est une décision qui est probablement la meilleure et en tout cas qui est un acte d'amour. Mais avec des coûts émotionnels qui sont extrêmement forts pour la personne, la famille qui prend cette décision-là. Et notamment, le sentiment de culpabilité, les gens, ils peuvent l'avoir sur le fait de prendre la décision, mais aussi du moment où on doit prendre la décision. Si c'est trop tôt ou trop tard. Et ça peut évidemment réactiver ou en tout cas rendre un deuil intense parce qu'on rumine, on repense tout le temps à est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on n'est pas allé trop vite, est-ce qu'on n'aurait pas dû... Qui suis-je moi pour prendre la décision pour mon animal, etc. En termes de soutien au deuil, là, je vous propose quelques petites pistes que vous pourrez me dire dans le chat si vous avez,
si vous avez déjà mis en place ce genre de choses. D'ailleurs, ce qu'on peut faire, c'est un peu tard, mais comme ça me permettra de mieux le voir pour les questions derrière qu'il y aura peut-être. Je vais vous faire un petit questionnaire juste une petite enquête pour que pour me dire si vous êtes vétérinaire, assistant vétérinaire ou autre professeur du secteur animalier, du funéraire, uniquement propriétaire d'animaux et intéressé par le sujet. Et comme ça me permettra de voir un peu qui est là pour les questions ensuite. Je vous laisse quelques secondes. Et aussi après, en fonction de votre secteur d'activité, est-ce que vous avez déjà mis en place des choses pour soutenir le deuil animalier des personnes que vous rencontrez, que vous accompagnez? Donc, je ne sais pas si vous voyez les résultats de l'enquête, je ne crois pas. En tout cas, on est, comme à chacun de mes webinaires, on est à peu près, il y a un tiers d'équipe vétérinaire soignante, il y a un tiers d'autres professionnels, soit du funéraire, soit du domaine animalier, et il y a un tiers de propriétaires d'animaux. Donc, super. Et puis, il y a un autre. Hop. Alors, soutien au deuil. Moi, je pense que quelque chose qui est très puissant et que les familles sont vraiment très heureuses, soulagées. Enfin, vraiment, elles en sont en tout cas très reconnaissantes de recevoir une carte de sympathie ou une carte de condoléances à l'issue après le décès. L'idéal, c'est de l'envoyer 2-3 jours après le décès de l'animal. Alors, quand on est pris dans notre quotidien, c'est parfois compliqué, mais disons une semaine après, c'est très bien. Je dirais que l'idéal encore plus, c'est d'avoir une carte, une belle carte, une carte qu'on aura choisie, même en équipe, ou une carte que des personnes qui savent dessiner ou qui savent illustrer dans l'équipe vont créer, ou une belle image, ou changer l'image en fonction des animaux que vous avez. Enfin bref, il peut y avoir plein d'idées sur cette carte-là, mais dès le moment où vous y mettez aussi du cœur, je pense que ça se ressent même à travers une carte. Et de rajouter un message personnalisé, soit pour tout le monde ou à minima pour les gens que vous connaissez bien, que vous aviez eu l'habitude de suivre, et puis avec les animaux, vous aviez une attache plus profonde en tant que soignant, c'est très bien. Et puis, comment vous pouvez faire concrètement, c'est mieux de la faire tout de suite après le décès plutôt qu'y penser une semaine après, et d'avoir, par exemple, dans une clinique vétérinaire, un petit endroit où on a les cartes de condoléances qui sont prêtes, que le vétérinaire ou l'assistante qui était en charge du décès la prépare. Et puis, tous les jours, les vétérinaires ou les assistants viennent... il est mort, je sais pas quoi. Excusez-moi, j'ai des petits... Il y a quelqu'un qui lève la main, c'est ça? Ou je suis désolée, je ne sais pas trop ce qui se passe. Bon, écoutez, je ne sais pas si vous entendez le petit bip, mais il me gêne un peu, mais ça a l'air d'être s'être arrêté. Et vous préparez un petit endroit où vous mettez ces cartes-là qui s'empilent, ou pas s'empiler, mais en tout cas que les vétérinaires, les assistants viennent tous les jours relever les cartes qu'ils n'ont pas remplies ou où ils souhaitent mettre un mot. En plus, ça permet aussi à toute l'équipe de se rendre compte de quels animaux sont décédés dans la semaine ou dans les jours qui viennent de se passer. Ça permet d'être tenu au courant aussi, et notamment de ne pas faire de bourde, ou quand une personne qui est, par exemple, typiquement une personne qui vient euthanasier son chat le lundi, et puis le mercredi, en fait, elle vient avec son deuxième chat ou avec son chien pour chercher un vermifuge ou pour un vaccin, et de ne pas avoir lu les cartes de condoléances qui étaient prêtes, ou justement de les avoir lues, vous êtes rendu compte que Choupi, en fait, il est décédé lundi, et vous accueillez le mercredi avec le chien, la personne, d'une façon complètement différente. Et si vous ne dites rien sur le décès de Choupi le lundi, c'est dommage. Et l'utilisation de ces cartes de condoléances permet aussi en fait de se tenir au courant et de mieux accueillir ensuite. Vous pouvez aussi proposer des supports pour le deuil. Je vous ai mis 2 diapos là, une première puis après une autre avec des livres que moi j'utilise assez fréquemment. Mon préféré étant le premier à gauche là qui s'appelle Saul.
que je trouve vraiment très, très bien fait et en fait, c'est le décès d'un arbre, enfin, un arbre qui tombe et qui décède alors que les personnages de l'histoire, un chat, une petite fille, avaient un lien, hyper fort avec cet arbre et donc en fait, c'est un livre qui marche, pour le papy, pour le mamie, pour, le chat, pour le chien, enfin pour tout le monde, quoi et il est très, très fort pour ça. Décrit très, très bien les émotions pour les enfants, la colère, l'incompréhension, comment faire son les étapes, le temps qui passe, enfin, il est vraiment très, très bien fait, donc moi je vous le conseille et après vous pouvez soit avoir une liste que vous sur un papier ou sur une feuille que vous laissez, soit sur votre site internet, soit une petite bibliothèque à la clinique, c'est largement possible. Je suis désolée pour les 2 tiers de personnes qui n'ont pas de clinique vétérinaire, mais en fait, c'est adaptable sur votre lieu de travail, si vous avez un lieu de travail autour des animaux, ou évidemment pour les propriétaires d'animaux qui auraient des enfants, je vous encourage à aller chercher ce livre-là. Pour le deuil chez les adultes, il y a d'autres livres aussi qui existent. Il y a des podcasts qui existent. J'ai mon amie Tiffany Loumans qui fait le podcast de la mort et du deuil, qui est aussi très active sur les réseaux sociaux, qui je trouve est très très aidante pour les endeuillés. Et comme vous l'avez entendu sur mon discours, en fait, on peut tout transférer, tout ce qu'on peut vivre dans un deuil pour un humain, on peut le transférer sur un deuil pour un animal. Donc en fait, écouter des choses qui sont liées au deuil pour les humains, parce que Stéphanie, elle travaille principalement que pour les humains, et ben en fait, on peut complètement se l'approprier pour la perte qu'on a de nos animaux. Et puis là, vous voyez le livre à droite, en haut à droite, là, Sous son odeur après la pluie. C'était mon coup de cœur d'il y a 2 ou 3 ans quand il est sorti. Et vous verrez que le prochain webinaire en janvier, Cédric Sapin-Defour me fait l'honneur de venir comme invité au webinaire. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire. Je vais vous envoyer le lien juste après pour discuter autour de la fin de vie de Hubac, son chien, de comment il a écrit son livre, qu'est-ce qu'il ressent aujourd'hui, comment il a vécu le deuil, etc. Donc un partage d'expériences lié aussi à la littérature et je pense que ça sera vraiment top, ou en tout cas intéressant et très certainement fort en émotion, c'est sûr. Vous pouvez proposer aussi facilement des rituels. Finalement, dans nos sociétés actuelles, on ritualise très peu ou beaucoup moins, alors que ça a un impact très très fort sur comment on vit son deuil et pour mieux le vivre de façon plus sereine, ça permet de concrétiser l'absence. Ou une autre façon de le dire qui est très belle, c'est la présence de l'absence, c'est vraiment d'y mettre du sens, du lien, de continuer ce lien, parce qu'en fait le deuil, c'est vraiment de réussir à transformer un lien physique que l'on perd, hein, et souvent je dis aux gens, en fait ce qu'on perd c'est le lien physique d'un individu, un animal qui était constamment à la maison, constamment en présence avec nous, qui nous apportait chaleur, le côté charnel aussi de l'animal, de mettre ses mains dans ses poils, de sentir son odeur de chien, son odeur après la pluie. Vous imaginez le côté fort de ce titre du livre, c'est mon chien il rentre et l'odeur après la pluie d'un chien, c'est quand même très très fort et pourtant elle nous manque au moment où on n'a plus notre animal. On voudrait aller sur une tempête et revenir avec son chien qui pue. Donc vraiment, le côté charnel de l'animal, c'est quelque chose de très fort qu'on perd. Mais le deuil, c'est de transformer ce lien physique qu'on avait avec son animal dans un lien plus spirituel. Et du coup, de ritualiser, ça permet d'amener un peu de spiritualité et donc d'avancer sur son chemin de deuil. Et ça peut être des choses toutes simples hein, que vous pouvez proposer assez facilement. C'est enterrer l'urne avec les cendres de son animal. Mais si on a finalement fait une crémation plurielle où on n'a pas récupéré les cendres, ce qui arrive souvent quand même aux gens aussi, hein, et puis parce qu'ils ne le souhaitaient pas ou parce que parfois il y a des raisons aussi financières à choisir une crémation plurielle, dire on peut aussi enterrer le collier au pied d'un arbre, la laisse, un jouet que son animal adorait, vous voyez. On peut aussi, moi je propose très souvent d'allumer, carrément de fabriquer une bougie avec ses enfants ou pour soi-même et après de l'allumer régulièrement, pourquoi pas tous les soirs. Ça permet d'avoir, même si on y pense toute la journée, pendant une petite minute, 2 minutes, on est vraiment tourné que autour de ça. Il y a des gens qui vont regarder le ciel, une étoile, enfin voilà, et puis ça a du sens en fonction des personnes. Faire un album photo, enfin il y a plein d'idées et je suis sûre que vous en avez d'autres. Mais en tout cas, vraiment de le dire, n'hésitez pas, ritualiser, si ça fait peur ce mot-là, vous utilisez d'autres choses. Hein, créez-vous un petit moment où vous pouvez penser à votre animal, retourner sur des lieux de balade.
une fois dans la semaine parce que ça vous fait du bien. C'est comme les personnes qui vont aller au cimetière en fait très très régulièrement. Et des fois, nous on n'a pas de cimetière, mais on se dit là cette balade là, moi clairement par exemple ma chaîne Mamba qui vit toujours, hein, qui est pas très loin, je sais pas où elle est passée, potentiellement de retourner là où on adorait se balader tous les matins après que j'ai déposé mes enfants à l'école, y retourner et penser à Mamba. Alors ça peut être dur, mais ça peut permettre aussi de rentrer dans un rituel qui peut faire du bien. Et aussi, on peut avoir l'organisation complète de cérémonies. Alors ça commence à se développer en France tout doucement. C'est pareil, hein, c'est pas rapide parce qu'on se demande si on peut vraiment le faire, comment on se positionne par rapport à ça. Mais lors de la dispersion des cendres, ça peut être très fort de créer une cérémonie. Moi, j'ai des gens qui se sont retrouvés à plusieurs, des gens qui adoraient la petite chatte, par exemple, Luneshka, et qui avaient décidé d'amener des fleurs, des galets, de dessiner sur des galets, de positionner les galets dans le jardin. Voilà. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que du coup, je vous ai expliqué au tout début que je fais des entretiens en visio d'aide au deuil animalier. Donc, c'est des entretiens qui durent 45 minutes sur Google Meet. J'envoie ensuite un compte-rendu de ce qu'on s'est dit pendant l'entretien et un livret d'aide au deuil animalier que j'ai créé d'une vingtaine de pages, et la possibilité aussi de publier un hommage virtuel, donc un hommage avec un texte et une photo de son animal sur le site internet de Solam. Et ces entretiens, alors au début, j'avais beaucoup d'appréhension parce que je me disais que c'était une matière très sensible pour pouvoir être conduite en visio, comme on se voit là aujourd'hui. Et en fait, ça fonctionne très bien. Alors là, vous voyez par exemple un webinaire où je ne vois pas votre tête, je vois que des... C'est un peu quand même très bizarre, c'est pas très très agréable de ne pas avoir autant de contacts, mais sur Google Meet avec les gens, en fait, on se voit vraiment très très bien, je vois les animaux qui sont présents, il peut y avoir des familles, des couples, et finalement, l'émotion passe très très bien, on arrive à bien se comprendre, il y a une facilité des échanges et ça amène des moments très très forts, ces entretiens, qui permettent aux familles de déposer en fait leurs peines, leurs incompréhensions parfois, leur culpabilité, et d'avancer sur leur chemin de deuil. Et donc ces entretiens sont très forts. Et du coup, Solam, avec ses entretiens, peut se positionner comme ressource pour les familles et pour aussi les familles que vous accompagnez, que vous soyez vétérinaire, assistant vétérinaire, toiletteur, éducateur canin, enfin vraiment travailler dans le monde animalier ou même dans le funéraire animalier. Et comme je peux les faire évidemment sur toute la France, moi je peux vous envoyer des flyers gratuitement pour que vous puissiez les donner aux personnes qui en auraient besoin au décès de leur animal. Et même avant, j'ai aussi des flyers, vous verrez si vous scannez le QR code, là j'ai aussi des flyers avant pour l'aide à la prise de décision. Ça peut être aussi par exemple, je pense aux vétérinaires là, quand vous avez des familles qui ont des... En fait, au moment de la prise de décision, les personnes, elles sont dans des situations où elles sont dans un deuil anticipé. On leur a dit que leur animal, il allait mourir, de toute façon, il se dégrade. Donc, ces familles-là, elles rentrent déjà dans un deuil anticipé où elles vont avoir du mal à prendre des décisions, elles vont faire des allers-retours. C'est lié au deuil, ça, c'est lié aux caractéristiques d'un deuil. Et donc, ça complique la prise de décision à ce moment-là. Et donc, les équipes vétérinaires qui, parfois, par manque de temps, parce qu'on est pris dans nos activités de vétérinaire qui ne concernent pas que l'aide à la prise de décision, l'aide au deuil, bien évidemment, avec toutes les activités vétérinaires d'une clinique qui bourdonne, et on n'a pas obligatoirement le temps de faire ça, de faire cet accompagnement-là. Donc, c'est à ce moment-là que Solam peut se positionner pour vous aider sur ces moments critiques. Ah oui, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, je vois Lechani Hakim qui est présent. Et en effet, on avait fait un accompagnement de Massimo qui se... Enfin, même malgré la douleur, hein, c'est toujours pareil. C'est la douleur, de toute façon, on ne peut pas l'enlever et je l'enlèverai jamais. J'ai pas une baguette magique pour faire ça. Et en fait, je pense qu'il faut pas en plus l'enlever la douleur. Il faut la vivre et elle est légitime. Mais on peut faire que ça se passe plus en douceur et de façon plus harmonieuse et respectueuse. Et c'est ce qui s'était passé pour Massimo Hakim
pourra en dire plus tout à l'heure, c'est qu'on avait vraiment ce couple de personnes avait pu se préparer, bien réfléchir. On avait fait cette visio où il y avait Massimo qui était encore là pendant la visio et l'après-midi, ils étaient allés avec ma collègue Céline, vétérinaire sur Paris pour réaliser l'euthanasie de Massimo. Et Céline m'avait rappelé, enfin cette vétérinaire-là, cette consoeur m'avait rappelé l'après-midi pour me dire que ça l'avait beaucoup aidé aussi. En fait, on avait l'impression d'être tous ensemble ce jour-là pour Massimo. Bon, bref, si peut-être que je peux, parce que je parle beaucoup, je vous mets pour commenter. Dans le chat, je voulais dire. Hop. Le prochain webinaire, je vous en ai déjà parlé rapidement là, donc c'est vraiment d'accueillir Cédric Sapin-Defour, qui est l'auteur de Son odeur après la pluie, qui a été quand même félicité par un prix Goncourt des animaux. Alors, je ne sais plus quand ça, il nous redira, cette année, je pense. Donc, vraiment avec une récompense qui vaut vraiment le coup, enfin, qui vaut tellement parce que c'est un livre qui est magnifique, hein, qui est pas si facile à lire parce que ça nous remue hein, mais qui est un très très beau livre et donc il viendra le 9 janvier à 12h30 pour faire cette heure avec nous et pour parler de ce magnifique bouvier bernois qui est Hubac. Je vous mets aussi du coup le lien pour vous inscrire si pareil le QR code c'est pas votre affaire dans le chat. Comme ça, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et puis vous aurez les rappels qu'il faut pour vous connecter. Et ben, on va passer aux questions, à la session de questions-réponses si vous voulez. Je ne sais pas si j'ai été vraiment claire, j'ai l'impression de me répéter beaucoup, mais alors, je vais reprendre si vous aviez quelques petits commentaires. Donc là, c'était le début, tout est parfait. Bonjour tout le monde, je reconnais des noms connus. Didier, Aline, Corinne. Alors Corinne Elmer, je connais le dernier massage avant l'euthanasie, mais jamais pratiqué pour l'instant. Alors je n'ai pas connaissance de ce massage. S'il y a un massage spécifique, en tout cas, masser les animaux, c'est intéressant. Moi, je le propose souvent aux gens, notamment pour les animaux qui sont arthrosiques. Après, on peut avoir des massages de bien-être, évidemment. Et le massage, il est très intéressant. C'est bien de savoir le faire, en effet. Et aussi de savoir si son animal aime être massé. Parce qu'il y a des animaux qui n'aiment pas être massés. Vous voyez ma chienne, en tout cas, je peux la masser, mais si je commence à lui masser les pattes, ça ne va pas du tout lui plaire. Donc, il faut être à l'écoute de son chien pour masser. Mais c'est quelque chose qui rentre dans les soins de physiothérapie et qui ont vraiment des intérêts et médicaux et de confort, de bien-être, notamment à la fin de vie. Et ça me fait penser à une autre chose, Corinne, c'est qu'il existe un point d'acupuncture. Il me semble c'est x3, mais il faudrait que je vérifie, qui permet au moment de l'euthanasie de bien relâcher le corps de l'animal aussi et d'être mieux. Je n'utilise pas en pratique, ça peut se mettre avec un vrai point d'acupuncture, avec une aiguille, mais on peut aussi faire de la digi, d'appuyer avec son doigt. C'est un point qui est sur les pattes, justement, entre les orteils. Ça peut avoir du sens. Ça me fait penser à ça, même si ce n'est pas concrètement du massage. Pauline, salut Pauline, que je connais bien. Je propose souvent tes références lecture sur le deuil animalier, ne plus rendre tabou ce deuil, les aide beaucoup. Merci Pauline, en effet, Pauline, on a étudié ensemble, enfin elle a été mon étudiante sur les chimpanzés et que j'étudie aussi en parallèle, je vous en ai parlé au début et on est toutes les deux très sensibles en tant que véto sur ces questions du deuil et de son accompagnement. Et oui, en fait, sur les lectures et tout, moi je trouve que ça a du sens parce qu'encore une fois, quand on parle de deuil, le deuil est incompris, etc. Et ben, il y a certaines personnes qui arriveront à en parler et d'autres qui n'arriveront pas du tout à en parler, qui ne voudront pas, qui sont. Ça relève de l'intime, hein, de parler de son deuil, de ses émotions. On peut être pudique et ça se respecte largement. Et donc de proposer des supports autres que juste parler avec quelqu'un en plus qu'on ne connaît peut-être pas ou son vétérinaire finalement.
on a envie de le garder en tant que vétérinaire, pas obligatoirement en tant que confident de nos émotions. C'est une relation avec un professionnel, donc parfois, et puis ça dépend des relations avec les vétérinaires, de ce qu'on a vécu, etc. Donc on n'a pas obligatoirement envie de le faire, des fois plus avec les assistants ou les assistantes vétérinaires. Je parle de ce que je connais en tout cas principalement, mais la lecture, ça permet aussi de déporter l'aide qu'on peut apporter. Et donc une personne, peut-être que ça sera plus facile pour elle d'être le soir à écouter un podcast ou d'être avec un livre et de lire ce livre-là, ou même quand je vous parle du livre que j'adore, La Saule pour les enfants, et ben, de le lire à son enfant et par l'intermédiaire de son enfant, parce que Saule, il parle aux enfants comme aux adultes en fait. Vous le lisez à votre enfant, bah, vous, ça va vous faire un truc aussi et ça va vous faire du bien. Donc, en tout cas, se déporter sur d'autres supports peut être plus agréable pour certaines personnes. Aline, parce que je suis gardienne, impossible d'être proprié ou maître d'une âme. Oui, Aline, elle discute sur la sémantique, sur les termes employés. Donc, en effet, les termes, pareil, ils sont en pleine évolution. Dans le milieu vétérinaire, on parle beaucoup de propriétaires d'animaux. Moi, je parle principalement de famille, mais aussi de propriétaires, et notamment quand je m'adresse à un public qui est vétérinaire. Mais il y a de plus en plus de personnes qui considèrent qu'ils sont gardiennes ou parents. On parle même de pet parents. Donc moi, je suis la mère de ma chienne ou de mon chat, le papa, ou on est les parents. Et ça, c'est vraiment une sémantique qui évolue et qui est probablement très bien à suivre. Mais je suis d'accord, Aline, que c'est quelque chose qui vaut le coup aussi d'en parler parce qu'on a un public vétérinaire aujourd'hui où je pense que de suivre aussi la façon dont les propriétaires, les familles s'appellent elles-mêmes. Si il y a une personne qui me dit, moi je suis la gardienne de Chouka, bah voilà, moi je dis gardienne tout le temps parce que ça a du sens pour cette personne-là et parce que ça exprime très très bien comment cette personne se positionne d'un point de vue respect, etc., avec son animal. On n'est pas propriétaire d'une chose de son animal. Je pense que c'est ça que vous vouliez dire, Aline. Alexis, je valide la carte de condoléances. Je le faisais systématiquement quand je travaillais en clinique. C'est un petit geste de sympathie qui touche et réconforte, 100% de satisfaction. Oui, c'est vrai, Alexis, complètement. Et en plus, je rajouterais que pour nous, ça ne nous coûte pas grand-chose, ça nous coûte un tout petit peu de temps. Et en fait, en tant qu'équipe vétérinaire, ça nous, d'une certaine manière, ça nous soulage aussi d'envoyer une marque de sympathie comme ça pour dire, en fait, on pense à vous, quoi. On sait que c'est pas facile. Parce que des fois aussi, en tant que vétérinaire ou assistant vétérinaire, on n'en a pas parlé là et c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Et en tout cas, moi, j'en parle énormément en formation, que ce soit en présentiel ou bientôt la formation en distanciel qui commence en janvier. Parfois, en tant qu'équipe soignante, nous-mêmes, on a du mal à dire ces choses-là, on a du mal à parler, on a du mal à aller dans les émotions, on ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas quelle phrase on pourra dire qui sera réconfortante, donc on parle un peu, mais pas trop, on est un peu le cul entre des chaises, je dirais, je suis un peu vulgaire, mais voilà. Alors que d'envoyer cette lettre, c'est pareil, peut-être que c'est plus simple d'écrire un petit mot à la personne et de lui envoyer, et ça touchera autant aussi. Donc je suis d'accord, Alexis, et j'ai une grosse pensée pour toi, Alexis, j'espère que tu vas bien. Oui, c'est Pauline Arndt qui fait du massage canin, en effet. Donc elle doit proposer du massage canin avant le décès. Et Alexis, tu confirmais que tu la faisais signer par l'ensemble de l'équipe ou à un minimum par celles présents, plus les collaboratrices proches du propriétaire de l'animal. Oui, ça c'est l'idéal. Je peux dire que la carte de la part de l'équipe est très importante pour en avoir été destinataire 2 fois. Ça, c'est Nathalie qui nous confirme que, ouais, non, mais c'est sûr. Et le nombre de personnes qui à l'issue, une fois, j'ai encore reçu ce matin une lettre manuscrite magnifique d'une personne qui m'écrit après la réception de la carte de condoléances que je lui avais envoyée. Et d'ailleurs, mes collaboratrices qui sont là à travailler avec moi aujourd'hui, là, elles l'ont lu et c'était très touchant. Et oui, il y a des retours qui se font qui sont même magnifiques après. Et qui, du coup,
soutiennent aussi les équipes derrière, de recevoir une autre part de sympathie. En fait, c'est toujours pareil, c'est un peu le don et le contre-don, c'est on donne et on a en retour et puis, ça amène de la reconnaissance aussi dans ce qu'on a fait, dans ce qu'on a, créé pour la fin de vie de l'animal qu'on a accompagné et obligatoirement, ça met aussi du baume au cœur pour continuer ce qu'on fait et aimer notre métier, ça c'est sûr. D'un point de vue écologique, enterrer un collier ou un jouet me paraît pas forcément super. Oui, c'est sûr, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh là, pardon pour l'émoticône, il a l'air beaucoup plus énervé que prévu. Oui, oui, je le prenais pas mal. En plus, j'avais même pas bien lu l'émoticône. Oui, c'est sûr, mais oui, oui, c'est sûr, je suis d'accord. Mais comme, ça, il y a Didier qui est là, je crois, qui travaille beaucoup sur, sur la sur le fait d'enterrer son animal, mais aussi de l'humusation, de le faire composter le corps, parce qu'il y a de plus en plus de travaux qui sont faits sur cette possibilité de devenir du corps. Hein. Aujourd'hui, on a pratiquement plus le droit d'inhumer le corps de son animal, c'est que la crémation qui est prévue, mais il y a d'autres techniques aujourd'hui qui sont réfléchies, qui sont développées, qui sont mis en essai d'un point de vue scientifique et qui permettrait, parce que parfois il y a des personnes qui ne se retrouvent pas dans la crémation, quoi, de ne pas avoir quelque chose à enterrer parce qu'on enterre nos morts depuis des millénaires et, euh, et, et donc enterrer quelque chose, mais c'est vrai qu'on peut larguer un bouquet de fleurs dans la mer si on habite près de la mer, planter un arbre, planter une plante, ça peut avoir du sens aussi plutôt qu'enterrer un collier. Moi, je trouve que ce qui est un peu dangereux sur planter un arbre, planter une plante, c'est que le jour où on s'en occupe pas bien, hein, planter un arbre et ça dépend des essences, et cetera, mais ça peut être, si on n'est pas bon jardinier ou si on n'arrose pas vraiment de façon très, intense les 2 premières années de vie d'un fruitier, par exemple, d'un pommier ou d'un poirier, on peut avoir des difficultés à faire pousser son arbre et derrière, ça peut être compliqué à accepter qu'on n'ait pas réussi à faire vivre la plante ou l'arbre qui était destiné à honorer notre animal. Donc je trouve que c'est un petit peu à double tranchant, mais voilà. Bon, j'ai un peu dévié Marlène. Cathy, ma vidéo ne fonctionne pas sur l'ordi une prochaine fois. Ah, je suis désolée. Et donc Hakim, où je voyais le message pendant que je parlais tout à l'heure, où on avait accompagné Massimo en entretien en visio ensemble, parce qu'on est quand même très éloigné géographiquement pour Massimo. Et après, l'euthanasie de Massimo s'était déroulée vraiment très rapidement après l'après-midi. Notre vétérinaire avait trouvé également que le deuil s'était bien passé grâce à notre entretien. Merci Hakim. Corinne, oui, c'est un rituel précis. Ouais. Je me réjouis de découvrir l'auteur de Son odeur après la pluie, livre que j'ai eu offert en présent d'estime. Ok, ben oui, Aline, si vous avez trouvé bien ce livre, il faut absolument être là le 9 janvier. Et moi, j'ai beaucoup hâte aussi, parce que c'est vraiment une personne. Et en plus, qui a accepté, mais très, très facile, très vite et avec plaisir ce webinaire. Donc, c'est vraiment top. Je suis contente. J'ai une question sur l'importance du lieu d'euthanasie. Quand j'habitais en Angleterre, la vétérinaire est venue chez nous et nous avons choisi l'endroit de la maison et le moment. Tout s'est passé en douceur. Le corps a été emporté avec dignité pour la crémation. Un grand choix d'urne aussi, une grande disponibilité et de l'empathie. Les vétos se déplacent-ils à domicile aussi en France? Alors, oui, quand je disais à Nathalie qu'il y avait un fossé, j'exagérerais peut-être, mais quand même, il y a des choses qui sont développées à l'étranger, et notamment dans les pays anglo-saxons, nord-américains, principalement Angleterre, et aussi un peu Australie, Nouvelle-Zélande, voilà. Ça fait une quinzaine d'années qu'ils développent les soins d'accompagnement de la fin de vie, les soins de confort à domicile. Donc du coup, il y a vraiment ils sont en avance sur nous, sur ce qu'on peut apporter. Clairement, moi, j'ai créé Solam pour apporter ça. On est 2 en France, structure, à proposer des soins uniquement liés à l'accompagnement de la fin de vie et de l'animal et d'euthanasie à domicile. Mais il y a quand même et en plus ça monte, il y a de plus en plus de vétérinaires qui travaillent à domicile et qui font aussi du coup des accompagnements de fin de vie et des euthanasies à domicile, principalement dans les grosses villes,
les grosses agglomérations, mais il ne faut pas hésiter à chercher et à se renseigner, parce qu'il y a quand même la possibilité de faire venir, des vétérinaires, à son domicile et moi, c'est clairement ce que je fais, chez Solam. Vous voyez là, par exemple, à l'issue du webinaire, là, je dois appeler une personne, je me déplace samedi, pour réaliser, l'euthanasie de son animal et cette personne-là, elle a un domicile, mais finalement, le choix va être fait qu'on va le faire sur un lieu où il partait souvent en vacances, donc un petit peu plus loin, plus un autre lieu en fait où il y a un jardin, parce que cette personne-là aimerait que ça soit dans un jardin. Et donc oui, quand on est à domicile, on peut choisir le lieu, l'aménager, réfléchir à qui peut être présent, préparer ce moment. Et ça amène une douceur, et c'est pour ça que je le fais hein, aujourd'hui, et c'est pour ça que j'en retire énormément de bien-être, moi, en tant que vétérinaire. Ah, pourtant, souvent les gens s'inquiètent, ils me disent: «Mais de faire que des fins de vie, qu'est-ce que ça doit être compliqué, c'est pas possible ça Marie» et en fait, bah, c'est tellement créer un écrin de douceur, de sérénité. Alors oui, encore une fois, je répète, on n'enlève pas la douleur elle est là, mais de permettre de partir tout en douceur avec autant de respect, en fait, moi, ça me conforte dans ma pratique de vétérinaire de donner, la mort par euthanasie et pour les familles et pour l'animal, qui ait pas de stress, qui est dans le confort de sa maison, dans son intimité, ça a pas de enfin, c'est ultra, réconfortant pour tout le monde. Après vraiment, et c'est pour ça que je fais des formations auprès des équipes vétérinaires, il y a vraiment moyen aussi de faire des choses, tout à fait belles, enfin c'est étonnant, hein, d'utiliser ces mots-là, mais c'est vraiment ceux qui me viennent parce que c'est vraiment de créer un moment, unique et aussi en clinique vétérinaire, en cabinet. Il y a plein de petites astuces que je donne pendant ces formations, on ne va pas en parler là, pour faire que ça soit un moment différent, que même la salle peut être aménagée de façon très simple avec des lumières un peu différentes et cetera, donc pour que ça permette d'honorer ce moment-là, quoi. Julie, Son odeur après la pluie est un magnifique ouvrage rempli d'amour, d'émotions que j'ai eu du mal à lire. J'ai vécu un deuil douloureux, cela fait 4 années. Croquette me manque toujours autant. Merci pour ce webinaire. Ouais, c'est vrai, Julie, que il est pas facile à lire non plus, hein. Alors, c'est vraiment l'histoire de Hubac, de son adoption chez l'éleveuse à son décès. Et on sait dès le départ, je pense, hein, si je me souviens bien, parce que moi je l'ai lu il y a déjà au moins 2 ans, que. Je vais peut-être le relire avant janvier, mais enfin c'est sûr même, que Hubac est décédé et qu'il va décéder. Donc on a ça en ligne et en arrière-pensée pendant la lecture du livre. Et puis mais on voit tellement en effet ce lien d'amour et on se retrouve ça fait tellement résonance avec nous qui vivons avec nos animaux et encore plus quand on a perdu son animal récemment ou même il y a 4 ans en fait, c'est récent. C'est pareil, je ne l'ai pas dit, un deuil. On n'a pas parlé de deuil pathologique, ça existe, les deuils pathologiques avec des signes cliniques particuliers, mais il y a certaines institutions qui vont dire, en humaine hein, à nouveau, hein, mais que le deuil pathologique, c'est au bout d'1 an de deuil, etc. Et en fait, ça n'a aucun sens. Enfin, il y a plein de professionnels du deuil qui disent que ça n'a aucun sens de mettre une durée d'un deuil, en fait. Et il faut rester hyper humble par rapport à ça. Et le deuil peut durer vraiment de façon longue. Par contre, le deuil pathologique, il y a des signes cliniques qui existent et qu'il faut pouvoir connaître quand on est accompagnant au deuil comme moi pour pouvoir les déceler et puis bien orienter pour la suite d'une prise en charge, par exemple. Marlène, super ce que vous faites en comportementalisme. Il arrive que des clients aient des attentes impossibles face à un nouvel animal qui découle d'un deuil qui n'est pas fini. Ils souhaitent retrouver la même personnalité que leur animal perdu. Ouais, ça c'est hyper important, Marlène. Merci pour ce commentaire. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, du coup, c'est triste, ouais. Enfin, c'est difficile à vivre pour le nouvel arrivant, hein, pour le petit chien ou le petit chat ou le petit lapin qui arrive derrière. Et évidemment, pour un éducateur canin qui suit cette nouvelle famille, c'est compliqué à gérer aussi. Je crois que ça arrive quand même fréquemment quand il y a eu un deuil traumatique, en effet, ou qu'il y a eu une réadoption prématurée probablement d'un nouvel arrivé.
d'un nouvel animal, quand on ne se laisse pas le temps de vivre son deuil et de passer par ce processus hein, dont on a parlé, et qu'on reprend trop vite un animal, finalement, et ben, on attend que notre animal il soit comme celui qu'on vient de quitter. Parfois, les personnes reprennent le même animal, même, la même espèce, la même race, une femelle comme ma dernière chienne, etc. Et ce qui est possible, mais si on n'est pas au clair avec le deuil d'avant, en fait, le risque qui se passe, c'est que, bah, on a des attentes. En plus, on quitte une chienne, par exemple, si je prends l'exemple d'une chienne qui avait 13-14 ans, qui était calme, où en fait ça coulait de source, c'était l'extension de notre bras. On sortait, elle se mettait dans le pas. Je lui disais de se mettre sur le côté parce que là j'allais chercher les enfants. Enfin, vous voyez, tout était parfait. C'était ça coulait de source que notre relation, elle était, enfin voilà, parfaite. Et on reprend un chiot où il y a tout à apprendre. Une petite chienne qui est pareille, qui a la même couleur, qui est censée être tout pareil, mais qui est pas du tout pareil, parce qu'elle a son individualité, sa personnalité, qu'il faut l'éduquer, que du coup elle a tout à prendre de la vie, à vivre avec des humains, parce que en fait je suis un chien, je sais pas vivre dans une maison, je sais pas comment me comporter par rapport à des humains, etc. Donc elle a tout à apprendre, et en fait c'est les personnes qui s'attendaient à avoir exactement le même chien qu'avant, bah, on peut avoir de la colère, de l'incompréhension par rapport à son chiot, et puis bah, du coup ça se passe moins bien, la relation se fait pas, on a du mal à rentrer en relation avec son chien, on s'en veut, il y a de la culpabilité et ça complique énormément les choses. Merci Marlène pour ça. Ça a l'air d'être bon. Hop, je suis repartie, j'espère que vous n'avez pas été coupé trop longtemps. Alors, Cathy, elle me met: «Angel est partie dans mes bras, ses reins ont lâché suite à une anesthésie». Ah ouais, donc ça, c'est un décès inattendu, un deuil vraiment traumatique, hein. Presque 2 ans, c'est toujours douloureux, y compris pour sa sœur. Le deuil touche aussi leur compagnon de vie. Ouais, Cathy, ça m'étonne pas que ça soit compliqué parce que les décès inattendus, c'est bah, évidemment, ça complique le deuil et ça complique aussi, j'en profite, hein, pour les vétos, ça complique aussi la prise en charge entre vétos. On en parle beaucoup pendant la formation que je donne auprès des équipes vétérinaires, les décès inattendus, que ça soit donc sur une table de chirurgie, en hospitalisation, la nuit ou l'après-midi quand le propriétaire n'est pas présent, ça complique vraiment, la prise en charge. Et oui, le deuil touche aussi les compagnons de vie, c'est-à-dire les congénères, les autres chiens, les autres chats qui vivaient avec l'animal décédé, ça c'est sûr. Et il y a au moins 2 études qui sont sorties récemment sur les 2 dernières années qui se sont passées, qui sont intéressées aux signes cliniques de deuil chez les animaux qui restent et rapportés par les familles. Donc évidemment, il y a des biais à ces études, mais sur des populations, enfin ils ont travaillé vraiment sur des populations, assez importantes de propriétaires d'animaux, pour leur demander quelle différence il y avait après le décès du congénère, etc., avec des choses qui ressortent, hein, plus de vocalisation pour les chats, moins d'envie de se nourrir, retourner aux endroits où vivait l'animal, où se couchait l'animal. Enfin, il y a plein de choses. Et donc oui, ça laisse supposer qu'il y a un vrai deuil qui peut se vivre pour les animaux, comme parfois ça peut passer complètement inaperçu, mais et souvent, en fait, moi, ce qui me permet, c'est encore une chance qu'on peut avoir au domicile, et encore que je pense qu'en clinique, on peut proposer aux gens de venir avec l'autre animal qui vit à la maison. Moi, j'ai toujours proposé, les gens ne l'ont jamais fait finalement, alors que je le proposais quand je travaillais en clinique. Maintenant, je travaille plus du tout en clinique. À domicile, c'est vrai que ça se fait de façon beaucoup plus naturelle parce qu'en fait, les autres animaux sont présents et il y a des animaux qui on leur laisse souvent tout le temps le choix aux familles, enfin en tout cas les familles et moi, on fait ce choix-là de leur laisser la possibilité de venir, d'assister à tout le processus, ou en tout cas souvent on laisse un peu de temps, une fois que l'animal est décédé, on se retire un peu pour laisser les animaux, notamment les chats, qui ne vont pas s'être approchés obligatoirement tant que j'étais autour de l'animal, etc., mais qui vont venir après sauter sur le canapé, venir sentir le corps. Et je pense que ça a du sens en fait que les animaux se rendent compte que le décès est là et que l'animal est bien mort. Importance du lieu d'enterrement aussi. Pouvez-vous nous éclairer sur l'autorisation d'humusation dans un lieu privé? Est-il interdit aujourd'hui, comme je l'ai entendu, d'enterrer son chat ou son chien dans son jardin? Est-ce en fonction du gabarit de l'animal? C'est important, je pense, de faire que les restes de son animal restent proches de soi.
Oui, Gaëlle. Du coup, l'humusation, hein, c'est vraiment un procédé qui permet de composter, le corps, mais de l'animal. Donc c'est pas un enterrement classique où on met juste le corps dans la terre, même si on est d'accord qu'il va avoir enfin, le corps va se décomposer s'il est mis, sous terre, hein, évidemment. Mais là, l'humusation, c'est vraiment d'entraîner le processus de décomposition du corps de façon accélérée, avec, enfin, voilà, avec, différentes techniques, ça dépend, il y a ça a été mis en place dans certains pays et notamment aux États-Unis, vous pourrez regarder et c'est en tout cas, il y a de plus en plus de personnes, d'associations, de collectivités qui commencent à y réfléchir, mais pour l'instant, l'humusation est interdite, en France. Pour ce qui est de l'enterrement, de l'inhumation, de son animal en France, c'est aussi aujourd'hui interdit. Mais moi, j'attends encore des confirmations complètes parce qu'il y a encore, disons que c'est interdit, mais qu'il y a encore des textes qui l'autorisent. Mais c'est des règlements sanitaires départementaux qui autorisent encore, notamment là dans le Morbihan, ça autorise, mais il faut qu'il y ait une certaine distance des habitations, des points d'eau, enterrés à une certaine profondeur. Il n'y a pas d'histoire de gabarit, en tout cas en Bretagne. Après, il faut aller voir les règlements sanitaires de chaque département, enfin le Morbihan, pardon. Mais c'est aussi parce que les textes de règlements sanitaires sont mis à jour de façon moins régulière que les textes de loi qui gèrent aussi le devenir du corps des animaux. Donc c'est juste une question que la prochaine fois que le règlement sanitaire, à mon avis, par exemple du Morbihan, va être remis à jour, ben, en fait cette clause-là va sauter. Et donc aujourd'hui, il est interdit d'inhumer son animal. C'est même passible d'une amende. Voilà. Après, il y a encore beaucoup de gens qui le font, hein, voilà. Pauline, oui, ce qui est dommage, c'est que les vétos à domicile sont rarement dans un suivi. Pourtant, pour moi, les euthanasies hors clinique sont si belles. Je vois ce que tu veux dire, Pauline, c'est que les vétérinaires à domicile qui sont appelés pour une euthanasie, ils vont que pour l'euthanasie et ils n'ont pas fait le suivi de l'animal avant. C'est peut-être ça que tu veux dire. Donc oui, moi, par exemple, c'est ce que j'essaye de mettre en place, hein, dès qu'il y ait vraiment un suivi en amont. Même l'idéal, en fait, c'est qu'il y ait une discussion, même s'il n'y a que l'euthanasie qui est prise en charge à domicile et qu'en fait, il y a un vétérinaire traitant qui, parce que moi, je travaille énormément en collaboration avec les vétérinaires traitants de la zone où je travaille. Et je ne suis pas vétérinaire traitant, encore moins qu'un vétérinaire à domicile, je ne suis pas vétérinaire traitant des animaux dont je m'occupe. Mais ça, c'est sûr que c'est bien d'avoir des consultations en amont pour discuter, pour se poser en fait. Et qu'est-ce que c'est la qualité de vie? Comment on la voit? C'est quoi la dignité pour ma famille? Et à quel moment on prendra ce choix-là? Et qu'il y ait un suivi, hein. Moi, j'ai un suivi vraiment très rapproché avec des envois de mails, des textos où on s'appelle régulièrement avant le décès. Et ça sur plusieurs mois parfois, hein, je suis des chiens, parfois des chats, parfois sur plusieurs mois. Donc c'est vrai que ça ne le fait pas, mais ça reste quand même que je pense qu'il y a 2 catégories de familles, hein. Il y a des familles qui vont vouloir que l'euthanasie se passe à leur clinique parce que c'est important que ça soit le vétérinaire qui a suivi l'animal pendant ses 15 années de vie, qui s'occupe jusqu'au dernier souffle de son animal, voilà. Et puis il y a d'autres personnes, le plus important, ça va être surtout d'être à la maison. Et pour des questions des fois tout à fait pratiques, hein, soit parce qu'on veut que ça soit comme ça, soit parce que mon chat il déteste le veto, parce que mon chien il fait 54 kilos et qu'il n'arrive plus à se lever et que c'est vraiment trop compliqué. Parce que moi-même, en fait, je suis handicapée et je ne peux pas me déplacer facilement ou j'ai pas de moyen de transport. Enfin voilà, ça peut être des choses vraiment concrètes. Mais dans tous les cas, même si on ne connaît pas la famille avant, parce que moi j'en fais aussi évidemment, il y a quelque chose qui se passe, surtout si on prend son temps. Moi, c'est des consultations qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Et en fait, ça permet vraiment de faire je peux penser à plein de personnes, hein, qui aujourd'hui, je suis encore en contact, ou des personnes qui m'ont dit, en fait, Marie, on vous oubliera jamais, vous faites partie de notre vie parce que, et pourtant, j'ai vu ces personnes-là que 1 heure et demie dans ma vie, le temps du décès de leur animal. Donc, je ne sais pas exactement ce que tu voulais dire, Pauline. Mais même sans avoir suivi l'animal avant, on peut vraiment amener des choses assez incroyables et ouais, uniques. Merci Dédé. Nathalie, merci d'être précurseur en accompagnement. Même mot. Alexis
qui s'en va, du webinaire et qui me dit qu'il va venir, me voir la semaine prochaine parce que je serai à la VAC, qui passera, sur le stand parce que j'ai un stand, à la VAC, la semaine prochaine qui est le plus gros congrès, français, vétérinaire. Et donc je vous invite à venir nous voir. On sera dans le carré, enfin dans le village des startups, Solam et on sera, toutes les 3, donc les 2 personnes qui travaillent avec moi aussi, qui Linda, Florine et moi-même et on sera ravis, de vous accueillir, de discuter. On a organisé quelques petites choses. On a créé des fiches techniques, à destination des équipes vétérinaires autour de l'accompagnement des enfants, autour de la sémantique à utiliser, les bons mots à utiliser, pendant les consultations de fin de vie. Sur les protocoles médicamenteux pour la sédation avant l'euthanasie. Enfin voilà, il y a des flyers à pouvoir récupérer, il y a des lots avec une tombola. Vous pourrez essayer de gagner une formation en distanciel parce que les formations commencent en janvier. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. C'était le petit coup de pub de la fin. On sera ravis de vous rencontrer. J'ai eu le cas avec un client en comportement chat qui a eu du mal car l'adoption a été trop rapide à mon goût. Ouais, probablement, j'en suis pas assurée, que c'est ça qui explique, que l'adoption enfin que le nouvel animal ça se passe mal. Est-ce que c'est parce que le deuil a pas été bien fait ou que ça a été trop rapide la réadoption? Je pense que c'est une clé en effet, peut-être pas la seule et en tout cas moi ce que je dis souvent aussi aux cliniques vétérinaires et en fait c'est que mieux le deuil se passe, mieux il est accompagné, mieux on en parle et qu'on propose par exemple des entretiens d'aide au deuil ou qu'on fasse des choses pour ces familles-là et plus derrière l'adoption sera mieux réussie et donc mieux la famille le vivra, mieux le vétérinaire qui recevra et plus le comportementaliste qui recevra cet animal, ça se passera mieux et mieux ça sera évidemment pour le nouvel arrivant, quoi. Merci Didier qui me remercie. Elle a repris un chat roux mâle, elle venait de perdre un chat roux mâle. Ouais, beaucoup de difficultés à ne pas rechercher le comportement du chat défunt chez le nouveau chat. J'étais pas préparée à ça, improvisation totale. Donc j'avoue qu'une formation pour pro serait pas du luxe. Oui, j'en profite pour dire, je développe d'abord la formation pour les équipes vétérinaires parce que c'est mon cœur de métier, c'est mon premier métier, mais j'ai pour projet de rapidement développer aussi de la formation pour les autres pros du monde animalier et j'aimerais, alors j'en suis pas complètement sûre, mais probablement septembre de l'année prochaine 2025, que que ça puisse démarrer. Et si vous voulez être mis sur la liste d'attente des personnes qui sont prévenues dès l'ouverture des inscriptions, probablement avant l'été, vous m'envoyez un mail sans problème et je vous inscris pour vous prévenir. Alors, Monica, ça m'est arrivé il y a longtemps avec ma première petite lapine, mais le véto m'a dit: «Vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour elle» et ça m'a donné beaucoup de réconfort. Oui. Ben oui, oui et je pense qu'en effet, ça prouve que certaines phrases, certains mots peuvent avoir du sens, et peuvent réconforter les familles et que ce rôle-là, on peut le jouer en tant qu'équipe soignante vétérinaire et oui, de dire qu'en fait, on a été une famille de rassurer sur le côté aimant, de la famille et que vous avez été un bon gardien, une bonne gardienne vous avez rempli votre devoir en fait de bon maître ou de bon gardien, de bonne gardienne pour votre animal. De le dire à la fin de la vie de son animal, ça a vraiment beaucoup de sens pour les familles et c'est vrai en plus, hein. Françoise, j'ai laissé mon chien renifler le corps de notre chat après l'euthanasie. De toute façon, je voyais bien qu'il ressentait que quelque chose se passait pour le chat. Bah ouais, je pense vraiment qu'il faut le faire. Et pour les vétérinaires, enfin pour les équipes vétérinaires là qui sont abonnées à la newsletter pro, le mois dernier, on a envoyé une newsletter uniquement sur le deuil des congénères, avec voilà dans les newsletters pour les pros, on fait vraiment souvent un dossier scientifique avec plusieurs articles scientifiques qui en parlent, avec des résumés, etc., des résultats principaux de la discussion. On donne là, il y avait un podcast sur le deuil des animaux sauvages ou en plus qui avait été mis. Enfin, vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire aussi à la newsletter, ça peut vous apporter des choses. Et je pense que c'est un sujet qui, dans la newsletter pour les particuliers, qui va bientôt commencer, on abordera aussi parce que ça a toute son importance.
À qui nous avons perdu Massimo, notre quin de terrier. Nous avons adopté un chiot labrador Titus. Ah bah, je suis ravie de l'apprendre. À qui nous parlons souvent de Massimo. C'est un nouveau compagnon qui nous occupe beaucoup et qui ne remplace pas Massimo. Ils sont uniques. Mais en fait, en plus, je peux parler pour la famille d'Hakim, hein, sa femme et Hakim. On avait une discussion extrêmement profonde sur la vie, sur le décès, sur Hakim. Je vais me permettre de raconter quelque chose qui est peut-être un peu intime, mais je pense que c'est tellement fort de le partager. Hakim, il avait eu, moi ça m'avait touché en tout cas ce jour-là, il m'avait dit, Marie, ce que je me rends compte, enfin, je ne sais pas, vous deviez, vous voyez quand même, je me souviens plus, parce que des fois je vous vois, des fois en tutoie, c'est en fonction. Vous m'aviez dit que vous aviez vécu toute la vie avec Massimo et ça avait été super, mais c'est au moment du décès de Massimo, là, qui s'amorce, qui allait être cet après-midi, que vous vous rendiez compte de tout ce que Massimo vous avait apporté, de tout ce qui vous avait fait découvrir sur la vie, sur le lien à l'autre, sur le lien à un animal, et que pour vous, c'était presque une révélation et que ça vous arrivait là de plein de fouet au moment de la séparation. Et moi, j'avais trouvé, mais je m'étais dit, mais Massimo, mais là, ce que tu as fait, mais c'est énorme, quoi, de faire ça pour Hakim, pour cette famille. Et c'est toute la force de nos animaux. Et du coup, ça ne m'étonne pas que vous arriviez extrêmement bien à à voir que en fait, l'individu animal, ce Massimo est unique, comme Titus est unique, et que obligatoirement, il y aura des choses qui peuvent rappeler Massimo sur certains points, mais il sera surtout Titus, quoi. Elisabeth, des clients, alors j'ai pas le début du texte, mais ça va peut-être aller. Il y a des attentes impossibles face à un nouvel animal qui découle d'un deuil qui n'est pas fini. Ils souhaitent retrouver la même personnalité. Oui, on en a déjà parlé, mais oui, c'est exactement ça. Ils ont des attentes qui sont difficiles je sais plus comment on dit. Enfin, oui, qui peuvent pas être comblées, quoi. Des attentes qui peuvent pas être comblées. Je suis obligée de quitter la discussion. Merci Marie. Merci Pauline qui trouve ça très chouette. Je dois quitter également. C'est un coût quand même, cet accompagnement. Oui, ça c'est sûr. Mais et oui, et c'est important d'en parler aussi, Corinne, parce que c'est vrai que ça a un coût. Et, et il est lié, bah oui, à tout le temps passé aussi en amont, en aval, et puis pendant l'euthanasie, se déplacer à domicile parce que je pense que vous parlez de ça, hein, des euthanasies à domicile. C'est sûr que ça implique un coût. Et après, alors souvent, il y a quand même enfin, moi, par exemple, je propose des options de paiement, hein. On peut payer en plusieurs fois, même 3, 4 fois, sans problème, hein, évidemment, parce que je sais que ça a un coût. Et ce que j'aimerais, alors j'ai pas encore mis en place, mais ce que j'aimerais mettre en place dans pas longtemps, c'est aussi la possibilité notamment lors des webinaires ou avec le contenu que je crée sur les réseaux, de pouvoir par exemple faire un don de 1 euro ou 2 euros parce qu'on est venu au webinaire, et de faire aussi une cagnotte pour quand il y aura assez pour offrir un accompagnement de ce type-là à une personne qui n'aurait pas les moyens financiers de l'offrir à son animal finalement, et de permettre ce type d'accompagnement aussi de cette manière-là. Enfin bon, c'est une idée que j'ai en tête et que je vais peut-être développer dans pas longtemps. Voilà. Oui, je peux bien être sur la liste d'attente. Ok, je le note. L'idéal est quand même de m'envoyer un mail à contact@solam.vet pour me dire et pour me donner votre nom, prénom, que je puisse bien remplir, puis que j'ai l'adresse mail, quoi. Peu de mutuelles prennent en charge. Ouais, c'est vrai, peu de mutuelles prennent en charge, mais alors moi, je fais vraiment passer tous mes accompagnements en amont, les consultations qualité de vie, les consultations seniors, etc., que je fais, on les fait passer sur la demande de mutuelle pour les animaux qui sont assurés, et ça passe, hein. Alors pour l'euthanasie, c'est vrai que j'en ai moins conscience, mais en tout cas pour les accompagnements en amont, ça passe. Quels sont vos tarifs pour l'aide à la prise de décision, s'il vous plaît? Ah, c'est bon, j'ai trouvé sur votre site. Oui, je vais le dire quand même pour les gens qui sont encore présents. C'est 68 euros les 3 quarts d'heure de visio, avec la remise d'un livret à la fin, plus du compte-rendu. Voilà. Avec la prise de rendez-vous qui se fait directement en ligne sur un Calendly. Je peux vous le donner aussi, je ne sais pas si ça vous intéresse. Si je le trouve l'adresse rapidement. Hop, prendre rendez-vous. Je vous le mets,
Je vous le mets là dans le chat. La prise de rendez-vous, elle se fait sur ce lien-là. Oui, ce serait super l'idée de la cagnotte. Merci Monica de dire que ça ne serait pas une mauvaise idée. À voir en tout cas. Eh bien écoutez, j'ai fait, sauf s'il y a encore des questions qui arrivent, je vois plutôt que les personnes quittent. Donc vous êtes encore 22 ceci dit, donc merci d'être encore là. N'hésitez pas si vous avez encore d'autres questions à pourquoi pas me les envoyer soit sur les réseaux sociaux parce que je vous mets, je suis souvent sur les réseaux sociaux, soit par mail. Et en tout cas, je me ferai un plaisir de continuer à y répondre. Et puis, on se retrouve au prochain webinaire pour continuer ces discussions qui sont de toute façon ultra importantes et intéressantes. Et je vous souhaite à tous un très bon après-midi. Et merci pour tous vos merci que je vois apparaître. Et à bientôt pour un prochain épisode. Au revoir.